Ces populations auraient-elles le droit de continuer à vivre ensemble dans un espace propice à la conservation de leur identité culturelle et nationale? Peut-on évaluer un préjudice moral causé pour ces populations contraintes de se déplacer? Et d'une manière plus globale, comment compenser la perte pour ces populations, par ces populations, de leur territoire? Sans pouvoir être exhaustif, toutes ces interrogations nous amènent donc à nous demander comment pourrait s'articuler un droit à l'avenir des populations déplacées pour des raisons environnementales. Pour guider cette discussion, nous avons invité Madame Claire Brice de Lajoux, professeure des universités et directrice du Master 2 Droits de l'homme et droits humanitaires à Évry, notamment spécialiste du droit d'asile, et Monsieur Maxime Chauvet, préparant actuellement une thèse sur la protection internationale des déplacés environnementaux, tous deux officiant au sein de la belle université Paris-Saclay. Alors, quand on entend la description que vous avez faite, on a envie de dire tout de suite, oui, il faut un statut pour les déplacés environnementaux. Oui, il faut d'urgence un instrument international pour organiser cette réalité qui est la réalité des migrations environnementales, qui est une migration particulière. Alors, je ne développerai pas du tout le fait qu'en pratique, c'est aussi, les migrations sont souvent ce qu'on appelle des migrations mixtes, c'est-à-dire que les causes de la migration sont entremêlées de telle sorte qu'une des difficultés qu'on ne traitera pas du tout ici est celle de pouvoir, si je puis dire, identifier qui relève de quelle catégorie. Et c'est aussi une des difficultés finalement de la protection de ces déplacés environnementaux. Donc oui, à mon sens, il est urgent d'adopter un nouveau statut et un nouvel instrument international pour finalement traiter les difficultés et les besoins de cette migration particulière. Mais ce que j'aimerais tout d'abord, dans le cadre d'une introduction, c'est expliquer pourquoi le statut de réfugié n'est pas opératoire. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué ensemble, mais qui est un préalable important. Pourquoi c'est un préalable important? Parce que finalement, c'eût été une réponse assez simple, si je puis dire, puisque le statut de réfugié existe et la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 existe. Donc, on peut se dire, il y a un instrument, il y a un cadre, il suffit de l'appliquer, peut-être de l'adapter à la marge, mais en réalité, on a, sur le plan des instruments internationaux, on a ce qu'il faut. Bon, à mon sens, ça n'est pas le cas et je ne suis pas la seule, je ne suis pas la seule à le penser. Alors, je rappelle qu'un réfugié, au sens de la Convention de Genève de 1951, relative donc au statut de ces personnes, est une personne qui craint avec raison, j'ai envie de dire que chaque mot est important, qui craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui, se trouvant hors du pays dont elle a la nationalité, ne peut ou ne veut, du fait de cette crainte, se réclamer de la protection de ce pays. Je précise que ce statut s'applique de la même façon aux personnes qui n'ont pas de nationalité dans la relation avec ce qu'on appelle le pays d'origine. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir la nationalité d'un pays que l'on fuit en raison de craintes que l'on a dans ce pays. Alors, on a plusieurs critères qui sont évidemment inhérents à cette définition et qui sont, à mon sens, des obstacles incontournables à l'application du statut de réfugié pour les déplacés environnementaux. Tout d'abord, il faut avoir quitté son pays d'origine. Sachez que la très grande majorité, ou on va dire au moins la grande majorité des déplacés environnementaux sont ce qu'on appelle des déplacés internes, c'est-à-dire qu'ils ont fui l'endroit dans lequel ils vivent, mais qu'ils ont été trouver refuge dans une autre partie de leur état de nationalité ou de résidence. Donc là, déjà, on a un premier blocage. Ça veut dire finalement que la moitié de ces personnes sont hors Convention de Genève de toute façon. Deuxième critère, il faut être exposé ou risquer d'être exposé à des persécutions.
Là, c'est le concept de persécution. Le concept de persécution renvoie, c'est une question de terme, hein, renvoie à une action humaine. Ce sont des êtres humains qui persécutent, ce qui ne correspond pas à l'action ou la réalité de la nature. La nature qui, par son évolution, quelles qu'en soient les causes d'ailleurs, fait qu'elle n'est plus adaptée à la vie des personnes, et du fait de cette inadaptation, ces personnes sont contraintes de fuir. Mais on ne peut pas dire de la nature qu'elle persécute. Je pense que c'est un abus de langage. Donc les causes des migrations environnementales ne peuvent en aucune façon, à mon sens, être assimilées à des persécutions. Ensuite, troisième point, les persécutions doivent être attachées à un motif particulier, les fameux 5 motifs, race, nationalité, religion, opinion politique ou appartenance à un certain groupe social. Alors, vous savez qu'en général, nationalité et race, on les englobe finalement dans un motif ethnique. Hein. Bon, le motif ethnique, ça n'est pas la question, le motif religieux non plus, le motif politique non plus. Quid peut-être de l'appartenance à un certain groupe social, c'est le seul et éventuellement sur lequel on peut s'interroger. Sauf que en pratique, il n'est pas exploitable non plus. Sachez que dans le droit de l'Union, pour être considéré comme un groupe social au sens de la Convention de Genève, il faut répondre à 2 critères cumulatifs. Le premier, c'est qu'il faut appartenir à un groupe qui a une caractéristique de nature fondamentale, de caractère inné ou acquise c'est lié à l'histoire, et qui ne peut être modifié. Alors, on peut se dire, ce critère peut être utilisé pour une population, je pense à l'hypothèse d'une petite population insulaire, vous voyez, avec une forte caractéristique liée au fait que cette population vit en vase clos, très éloignée et avec des particularités, si vous voulez, culturelles qui leur donnent une identité forte. Sauf que il faut un second critère qui fait que le premier tombe à l'eau, qui est que ce groupe doit aussi avoir une identité propre, ce qu'il est perçu comme différent dans la société environnante. Autrement dit, il faut que, enfin, si vous voulez, cette population, je prends l'exemple de la population insulaire, à partir du moment où elle est le tout, elle ne peut pas être différente par rapport à une population générale. Donc là, évidemment, le critère, là aussi, tombe à l'eau. Donc, je reviens, donc le motif n'est pas exploitable car les personnes, dans le cadre d'une migration environnementale, sont touchées de façon indifférenciée en raison de leur lieu de vie et non en raison de leur appartenance à un groupe particulier, donc à ce qu'on pourrait qualifier de groupe social. Autre critère, les critères doivent être personnels, elles doivent être individuelles. Ça, c'est une exigence forte également de la Convention de Genève. Or, dans la migration environnementale, souvent, nous avons des départs collectifs parce qu'effectivement, ce sont souvent des groupes de personnes qui, en réalité, en conséquence d'une réalité sur un terrain qui finalement est forcément relativement conséquent, eh bien, toutes les personnes qui vivent sur ce terrain, d'une façon ou d'une autre, vont partir. Alors, cet aspect peut être parfois considéré comme moins déterminant parce que finalement, rien n'empêche des personnes qui sont, si vous voulez, qui ont une même crainte, de la faire valoir individuellement. Donc, ce n'est pas parce que la crainte est collective, si je puis dire, qu'on ne peut pas alléguer individuellement qu'elle existe d'une certaine façon. Sauf que la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ces menaces soient généralisées. Et dans notre hypothèse, la menace touche toute une population, elle est, comme on dit, indiscriminée, si vous voulez, et ce caractère indiscriminé et général de la menace s'oppose à l'individualité des craintes et donc à l'obtention d'un statut de réfugié. Vous voyez que si on additionne tout ça, il faudrait sacrément tordre la Convention de Genève pour y faire entrer malheureusement nos déplacés environnementaux. En dehors de l'inapplicabilité des critères, j'ajoute, ça me semble important, que la protection internationale, c'est-à-dire le statut qui est la conséquence de la reconnaissance
de la qualité de réfugié ne correspond pas aux besoins de ces populations. Ça, c'est un autre aspect. Et d'une certaine façon, finalement, le statut de réfugié ne me semble pas adapté aux besoins des déplacés environnementaux. Je soulèverai deux points. Tout d'abord, dans la protection internationale, telle qu'elle découle de la Convention de Genève, le but est d'obtenir une protection d'un état de substitution, c'est-à-dire de répondre à la défaillance de son état de nationalité ou de son état d'origine. Alors, vous voyez bien déjà, rappelez-vous que pour tous les déplacés internes, c'est sans objet. Par hypothèse, ils restent sur leur territoire d'origine, donc ils sont toujours, si je puis dire, sous la protection de cet État. Mais même pour les déplacés internationaux, donc les déplacés qui vont aller au-delà de leur territoire, eh bien, ces derniers peuvent toujours attendre, sont toujours en droit éventuellement d'attendre une aide et une protection de la part de leur gouvernement. Alors, c'est vrai que lorsque ces personnes franchissent une frontière internationale, on suppose que leur état d'origine ou de nationalité n'est plus en état de les protéger. Alors là, évidemment, on n'est pas dans un état qui persécute puisque c'est la terre qui répond plus aux besoins. Mais on peut revenir sur une autre hypothèse qui fonctionne pour la protection internationale, qui est ce qu'on appelle la vanité de la protection, c'est-à-dire le fait que l'État ne peut pas de toute façon protéger, hein, même s'il le voulait, il ne le peut pas, hein, c'est la vanité de la protection. Et progressivement, on a accepté cette hypothèse de la vanité de la protection. On se dit, si les personnes passent les frontières internationales, c'est que l'État d'origine, donc, ne peut pas protéger, il y a une vanité de la protection, mais dans ce dernier cas, lorsque ce sont des réfugiés, la vanité de la protection fait que le retour dans le pays d'origine n'est pas possible parce que la personne est en danger dans son pays d'origine. Elle est en danger à ce moment-là, non pas du fait des autorités de l'État, mais du fait d'autres personnes, l'État ne pouvant pas protéger cet individu de cette autre personne. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a une menace qui est une menace véritablement sur la vie qui est liée d'une façon ou d'une autre quand même à l'État, si vous voulez. Pour les déplacés climatiques, ben, le retour ne les met pas en danger. Ils peuvent simplement ne plus y survivre, mais il n'y a pas de danger, si je puis dire, immédiat. Ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, mais il n'y a pas de danger immédiat pour leur vie. S'ils retournent dans leur pays d'origine, ils n'ont pas un risque de mort immédiate. Bon, donc ça fait évidemment une grosse différence. Pour que vous compreniez les choses, sachez que dans une logique de protection internationale avec un statut de réfugié, l'État qui se substitue donc à l'État défaillant va en particulier s'occuper de tout ce qui est état civil. C'est lui qui va accorder les actes de naissance, les papiers d'identité, etc. parce qu'il ne peut plus rien obtenir, il ne peut plus rien demander aux autorités de son état d'origine sans se mettre en danger. Bon, là, c'est sans objet pour nos fameux déplacés environnementaux. En réalité, ce besoin ne pourrait toucher qu'une hypothèse particulière, qui est celle, et là, ce n'est pas l'idée d'un danger, c'est celle où il n'y a plus d'État. Imaginez ces cas qu'on peut imaginer, ces cas extrêmes où l'État disparaît. Hein. On pense à ces petits États insulaires pour lesquels on craint la disparition avec la montée des eaux. Oui, si l'État disparaît, il faudra un État de substitution. Mais il faudra un État de substitution, mais dans une logique qui est une logique en réalité d'apatridie. Il n'y a plus d'État. Ce n'est pas parce que l'État d'origine est dangereux, c'est parce qu'il n'est plus là. C'est à mon avis une autre hypothèse. Et je vous dis, probablement le statut d'apatride est plus adapté que le statut de réfugié. Enfin, pour évoquer une fois de plus et pour terminer sur le caractère inadapté du statut de réfugié en particulier, la protection internationale, elle est conçue comme une protection pérenne. Ça veut dire quoi une protection pérenne? Ça veut dire que oui, il y a des motifs de cessation dans la Convention de Genève, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'à terme, si les craintes disparaissent, on peut mettre un terme au statut de réfugié, mais le but, c'est de protéger les personnes durablement, qu'elles puissent trouver durablement, je ne vais pas dire définitivement, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie... oui, on ne sait pas, mais
c'est vraiment, c'est pas un statut précaire, hein, c'est un statut qui permet de se poser, de dire, bon, ça y est, je suis définitivement en sécurité. Dans la migration environnementale, on a toute une palette de situations que vous avez évoquées d'ailleurs, hein. Parfois, le besoin de mise à l'abri est très temporaire, hein. On a aussi des besoins qui répondent à une nécessité de mobilité circulaire, c'est-à-dire des personnes qui vont faire des allers-retours. Et puis, de temps en temps, dans des situations extrêmes, et au pire de pire, en cas de disparition de l'État, effectivement, on a un besoin de protection définitive. Mais vous voyez bien qu'il faut, en réalité, un statut qui va être un statut modulable, variable, en fonction de la particularité des situations. Bref, le statut de réfugié ne peut pas s'appliquer juridiquement et il n'est pas adapté en tout état de cause. Dans ces conditions, la question est de savoir quelles sont les autres réponses. Alors, l'idéal, évidemment, serait un outil conventionnel universel, une convention internationale qui pourrait traiter la question des migrations environnementales dans toutes leurs dimensions. Certains ont évoqué la piste de la réécriture de la Convention de Genève. Personnellement, et là encore, je ne suis pas toute seule à le penser, je n'y suis pas du tout favorable. Non seulement j'y suis pas favorable, mais ça me paraît complètement utopique et même dangereux pour la protection des réfugiés. La réalité des conventions internationales, enfin, des relations internationales aujourd'hui, la fragilisation du statut de réfugié fait que si on ouvre les négociations sur la Convention de Genève, ce qu'on va gagner, c'est qu'elle sera détricotée, à mon avis. Donc, on a beaucoup à perdre sur la protection des réfugiés et je ne sais pas si on gagnerait beaucoup sur la protection des déplacés climatiques, d'autant plus, une fois de plus, que leurs besoins sont différents. Donc, à mon avis, ça n'est pas une bonne idée. La piste idéale, c'est une convention dédiée. On a plusieurs projets sérieux qui ont été avancés. Je ne vous ai pas entendu. Si vous l'avez évoqué dans votre… Non. Bon, en tout cas, vous m'avez envoyé un écrit qui évoquait effectivement ces pistes. On a plusieurs conventions, notamment une proposition de convention par des chercheurs francophones en 2008, qui est une proposition tout à fait intéressante. J'en signale une autre qui peut-être a été moins médiatisée, mais qui a été rédigée en 2020 par les étudiants de la clinique juridique de Lighthouse de l'université d'Angers. Et en fait, c'est une proposition qui a été réalisée à la demande d'un collège de praticiens en droit des étrangers auquel je participais, et c'était en complément d'un rapport intitulé « Pour des politiques migratoires conformes à toutes les exigences de la République ». Et on avait demandé à ces étudiants, dans le cadre de cette clinique juridique, d'élaborer un projet, et je dois dire que le projet est tout à fait intéressant. Il prévoit une approche globale des déplacements forcés pour des causes environnementales, avec un champ très ouvert, alors visant les déplacements temporaires et définitifs, individuels et collectifs, internes et internationaux, ce qui est souvent une difficulté, parce que souvent, finalement, on fait soit l'un, soit l'autre, avec des objectifs très globaux également, notamment la prévention des causes de ces déplacements, la mise en place de cadres juridiques dans les États pour prévenir et sécuriser les déplacements, garantir en amont une protection interne aux déplacés, donc là vraiment traiter le déplacement interne, et puis à défaut de possibilité de faire du déplacement interne, organiser à ce moment-là un déplacement externe mais organisé et sûr, mettre en place également un cadre juridique de solidarité, de coopération et de coordination pour promouvoir des solutions durables face à ces déplacements, définir également des obligations et responsabilités pour les États parties en matière de prévention des déplacements ainsi que de protection et d'assistance aux personnes déplacées, et enfin définir des obligations, des responsabilités et les rôles respectifs des entités internationales qui sont en partie créées par cette convention et dont le but va être d'agir sur la prévention des déplacements, la protection et l'assistance des personnes déplacées.
Ce projet, mais ce n'est pas le seul, hein, sont des projets extrêmement ambitieux. Ils répondent à la complexité du phénomène. Ils envisagent celui-ci dans toutes ses facettes. Tout ce que j'observe, c'est que ça fait quand même, vous voyez, ça a commencé en 2008, ça fait plus de 10 ans hein, maintenant qu'on a des projets assez sérieux qui sont mis sur la table. À ma connaissance, il n'y a pas de négociations internationales qui ont débuté sur un texte de cette nature. Donc, la réalité, pardon, c'est celle-ci. Donc, il faut envisager d'autres pistes. Hein. Vous demandez quel peut être l'avenir, donc on essaye d'avancer sur d'autres pistes. Alors, on a une autre piste, un autre outil qui a le mérite d'exister, qui est la protection internationale et régionale parfois des droits de l'homme, qui consiste à fonder la mise à l'abri sur l'interdiction du refoulement vers un pays dans lequel l'intéressé serait exposé à une violation grave de ses droits fondamentaux, notamment du droit à la vie. Je pense évidemment au Pacte international sur les droits civils et politiques et également à d'autres outils régionaux type Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne le niveau européen. Je n'aborde pas cette piste. Elle a effectivement été entrouverte par les constatations du comité des droits de l'homme en 2020, mais Monsieur Chauvet, ça sera l'objet de votre intervention, donc je n'y touche pas, mais c'est une porte qui existe. J'anticipe quand même un peu ses faiblesses, pardon de conclure, avant, je ne conclue pas, hein, mais en tout cas, imaginant ses faiblesses, je propose de réfléchir à des options peut-être moins individualisées, puisque là, on est vraiment sur une option individuelle, et de réfléchir à des solutions plus générales. Et de ce point de vue-là, je vais vous proposer de réfléchir à des solutions régionales. Est-ce que finalement, des solutions régionales, c'est-à-dire internationales, mais dans le cadre des régions, est-ce que ces solutions-là pourraient être plus prometteuses? Je ne vais pas du tout recenser ce qui existe dans toutes les régions du monde, ça n'est pas du tout l'objet, mais je vais m'intéresser sur ce qui existe, ce qui pourrait être exploité ou ce qui pourrait être un petit peu développé, en tout cas dans deux catégories de régions du monde, avec l'idée, ce qui est intéressant, si vous voulez, à travers ces outils régionaux, c'est que lorsque vous avez des catastrophes environnementales qui sont génératrices de migration forcée, généralement, il y a un impact sur une région, sur l'ensemble de la région. Et donc, ces réalités-là, qui sont de plus en plus importantes, peuvent peut-être conduire à sensibiliser finalement les États d'une région. Donc, peut-être que mobiliser et trouver des outils, éventuellement des outils contraignants au niveau des régions du monde, c'est peut-être plus envisageable que d'espérer ce qui pour l'instant ne vient pas, c'est-à-dire un instrument qui serait un instrument de portée universelle. On va explorer deux pistes dans deux catégories de régions. En réalité, je vais prendre d'un côté les régions non européennes et puis de l'autre, je vais réfléchir à la situation en Europe. On va tout d'abord regarder ce qui pourrait, enfin les pistes ouvertes par les instruments africains et latino-américains. Tout d'abord, et ensuite au niveau européen. Je n'ai pas du tout regardé l'heure, mais sur les pistes ouvertes par les instruments africains et latino-américains. Je vais regarder deux points différents. Un premier point qui est particulier sur ces deux continents ou sous-continents, qui est lié à l'exploitation possible des instruments qui protègent les réfugiés, parce qu'effectivement, les instruments sur ce continent et sous-continent ont cette particularité d'avoir une définition élargie des réfugiés qui, peut-être, pouvaient laisser une place justement un petit peu différente aux déplacés environnementaux. Et puis ensuite, toujours sur le continent africain et latino-américain, on regardera la situation particulière d'un instrument qui existe en Afrique et qui est dédié aux déplacés internes. Aux déplacés internes et qui, là, très clairement, fait entrer dans son champ d'application
les déplacés environnementaux ou en tout cas les victimes de catastrophes environnementales. Ça fait une partie des personnes qui nous intéressent. Donc tout d'abord, les instruments qui proposent… Alors, pardon, je ne sais pas si… Tout d'abord, les instruments qui proposent une définition élargie du réfugié. Vous allez me dire que je suis un peu contradictoire parce que je vous ai dit que le statut de réfugié n'est pas opératoire. Sauf que je vous ai parlé du statut de réfugié tel qu'il découle de la Convention de Genève. Or, il faut savoir qu'en Afrique et en Amérique latine, on a retenu une conception élargie du statut de réfugié. Et donc, finalement, ça vaut peut-être le coup, au regard de cette convention élargie, qui aussi éventuellement ouvre la voie à des statuts particuliers, peut-être que finalement, on a une autre conception plus ouverte, un peu différente, et qui peut être adaptable à la situation des migrations environnementales. On a d'abord rapidement la convention de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, de 1969, qui est entrée en vigueur en 1974, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Alors, cette convention, elle définit le réfugié en reprenant la Convention de Genève et elle la complète en l'adaptant aux réalités de ce continent. Donc, cette convention vise donc les personnes qui ont dû quitter leur pays d'origine. Donc, on est forcément, ce sont des personnes qui ont quitté leur pays d'origine. Hein, donc, par hypothèse, on est sur des déplacés internationaux. Et là, je cite, les personnes qui ont dû quitter leur pays d'origine du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public. Alors, c'est ce dernier point qui nous intéresse. Finalement, c'est assez indéfini. Des événements troublant gravement l'ordre public, ça pourrait englober des situations, notamment de catastrophes climatiques, qui généreraient des situations de chaos. On est dans une situation d'atteinte à l'ordre public. Alors, néanmoins, on est sur des événements. La question de l'événement, tout est une question d'interprétation. Est-ce que ça ne renvoie pas à un fait, comment dire, à un fait précis, effectivement, à une catastrophe précise? Et de ce point de vue-là, tout ce qui relève de cette dégradation lente qui fait qu'un jour, la personne dit « bon, c'est bon, je ne peux plus, je pars », là, évidemment, on ne rentrerait pas dedans. Donc, en tout état de cause, ça ne pourrait concerner qu'une partie de nos déplacés environnementaux. Je coupe court au suspense intenable, ça n'est pas exploité en réalité. Dans la pratique, le statut de réfugié en Afrique n'est pas utilisé pour répondre à cette migration-là. À côté de l'Afrique, sur le continent donc, américain, enfin latino-américain, on a ce qu'on appelle la déclaration de Carthagène, au Mexique, déclaration de 1984 qui a été adoptée par l'Organisation des États américains. Alors, je précise d'emblée que c'est une déclaration, c'est une norme non contraignante, mais suite à son adoption par 10 États, elle s'est en réalité transformée en une norme coutumière sur cette partie du continent américain et en pratique, de très nombreuses législations nationales et de très nombreuses constitutions nationales d'États d'Amérique latine ont intégré les termes de cette déclaration, ce qui est évidemment extrêmement intéressant. Donc là aussi, on a une définition qui reprend celle de la Convention de Genève, qui englobe l'extension de la Convention africaine et qui ajoute… Alors, il y a une part qui est un peu redondante avec la Convention africaine, mais ce n'est pas grave. Les personnes qui ont fui parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l'homme. Donc, tout ça, ça ne nous concerne pas. Et, d'autres circonstances ayant perturbé gravement l'ordre public. Donc, on revient sur des circonstances ayant gravement perturbé l'ordre public. C'est un peu le même type d'hypothèse. On n'est pas sur un événement, on est sur des circonstances. Bon, peut-être
on peut être plus sur des situations continues. Bon, en réalité, même chose, cette porte et cette possibilité, si je puis dire, n'est pas véritablement utilisée. Par ailleurs, je précise quand même que sur donc, le continent latino-américain, il y a une prise en compte assez tardive des causes environnementales de migration. C'est peut-être un peu paradoxal parce que même nous, d'Europe, on a entendu parler d'un certain nombre de catastrophes climatiques sur ce continent, les ouragans, les tremblements de terre. Bon. Donc, c'est une réalité, les catastrophes liées au dérèglement climatique. Pourtant, on peut lire dans la déclaration du Brésil de 2014, alors la déclaration du Brésil, c'est ce qu'on appelle le processus de Carthagène plus 30. Pour vous expliquer les choses, cette fameuse déclaration de Carthagène, elle est au début, en quelque sorte, de l'engagement de cette partie du continent sur la question des réfugiés et aussi de la migration globalement. Et puis, tous les 10 ans, il y a une réunion des États concernés et ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, ça se mesure, on a donc plus 10, plus 20, plus 30. Et la déclaration du Brésil arrive donc 30 ans après la déclaration de Carthagène. Et cette déclaration, qui est relative, je cite, à un cadre pour la coopération et la solidarité régionale pour le renforcement de la protection internationale des réfugiés, des personnes déplacées et des apatrides en Amérique latine et aux Caraïbes, ça veut dire que ça concerne tous les types d'hypothèses. Sont placés sous le même instrument, qui est un instrument de droit souple, à la fois les réfugiés, les déplacés, les apatrides. Donc, ça concerne tout le monde. Et dans cette déclaration de 2014 est explicitement reconnue la problématique spécifique des migrations environnementales. Donc, la déclaration reconnaît, je cite, les défis posés par le changement climatique et les désastres naturels, ainsi que le déplacement des personnes à travers les frontières que ces phénomènes peuvent provoquer dans la région. Elle reconnaît la nécessité d'entamer et de prêter plus d'attention à ce thème, y compris avec le HCR. Donc, c'est un début, on est en 2014, c'est assez récent quand même. Bon. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une région qui a mis en œuvre une belle solidarité. Justement, les États membres, travaillent ensemble dans une vraie logique de solidarité pour traiter la question des réfugiés, des migrants. Et peut-être que cette prise de conscience, même si elle est récente, peut ouvrir des pistes dans le futur. Donc, ce n'est pas tout de suite, mais on peut avoir un espoir sur, et bien que l'instrument ne soit pas contraignant, on peut avoir une espérance, une espérance, ça fait très... On va oublier l'espérance pour aujourd'hui. Non, bon, j'aime assez l'espérance, alors on y va sur l'espérance. En tout cas, une attente d'action pour ce public spécifique face à cette cause spécifique. Donc, à voir pour la suite. Ça, ce sont donc les instruments qui sont dédiés aux réfugiés. En réalité, pour l'instant, en dépit de cette ouverture dans la définition, ça n'est pas exploité. Autre piste, on va dire beaucoup plus intéressante sur le papier, c'est la piste de la protection dédiée aux déplacés environnementaux, dédiée aux déplacés internes et qui inclut expressément la question environnementale. C'est la convention de Kampala. Convention de Kampala, alors moi j'ai mis un titre, j'ai mis la convention de Kampala ou les espoirs déçus. Décidément, je n'arrête pas de vous faire part du pessimisme, mais on va trouver quelque chose. Alors, ce qui est quand même particulièrement important, les espoirs déçus pour l'instant. Là aussi, ce n'est pas du tout un processus qui est clos, mais pour l'instant, les résultats sont décevants. Je m'explique. Ce qui est intéressant, très intéressant, c'est que c'est donc une convention internationale, c'est un instrument international juridiquement contraignant qui traite expressément des déplacés internes avec maintenant cette connaissance que nous avons du fait que de très nombreux déplacés environnementaux le sont
au niveau interne. Hein. Donc, d'avoir une réponse dédiée à cela, c'est tout de même une très bonne nouvelle. Alors, le modèle de la Convention de Kampala, sachez quand même que c'est le premier continent à avoir adopté une convention internationale sur la protection des déplacés internes. Et donc, en termes de causes de déplacement, on trouve notamment les catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. C'est clair. Hein. Alors, on a aussi, évidemment, les guerres, les conflits, etc. Hein, bon. Mais on a ces catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. Cette convention de Kampala reprend la définition des principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, qui est un instrument de l'Union européenne, mais de soft law, qui date de 1998 et qui donc propose un certain nombre de solutions justement pour ces déplacés internes. Alors, l'intérêt de cette convention de Kampala, c'est qu'elle vise la prévention des causes des déplacements, la mise en place de cadres juridiques de prévention du déplacement lui-même, le traitement de cette migration et la protection des intéressés dans un cadre juridique de solidarité, de coopération et de promotion de solutions durables. On a aussi des dispositions novatrices avec une obligation de coopération entre États pour protéger et porter assistance aux déplacés. Aujourd'hui, au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, on a 55 États et 33 États africains ont ratifié cette convention. On se dit, c'est tout de même, enfin, il y a des motifs, en tout cas un certain motif de satisfaction. C'est important parce que, je vous l'ai dit, la migration pour cause environnementale est essentiellement interne, qu'elle est importante sur le continent africain et également qu'elle prend en compte les déplacements de groupes, ce qui est important dans les catastrophes naturelles. Hein. Là aussi, c'est une clé de la protection de ces déplacés. Pourtant, et c'est la raison de ma déception, c'est un instrument qui en fait est inexploité. Alors, on a quelques faiblesses tout de même sur le champ d'application, je trouve, de cette protection. D'abord, elle est restreinte aux catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. Ça veut dire finalement qu'on laisse de côté tout ce qu'on pourrait appréhender comme une forme de zone grise des migrants environnementaux, c'est-à-dire de toutes ces personnes qui partent parce qu'à un moment, ils estiment que leur survie n'est plus assurée. Je pense que c'est une vraie réalité, ça. Je vous jure, j'ai rien fait. L'espoir tombe. Non. Donc, ça, je pense que c'est un petit peu dommage, évidemment. Et donc, il n'y a pas, ces personnes ne rentrent pas dans ce champ d'application. Mais surtout, ce qui est tout à fait décevant, c'est l'ineffectivité de cet outil. Pourquoi? Parce que c'est un outil juridiquement contraignant, mais il suppose une mise en œuvre nationale. C'est l'équivalent, ça serait quasiment l'équivalent. En fait, c'est lié, rappelez-vous, pardon, rappelez-vous, non, pour ceux qui sont loin, mais je parle aux étudiants, c'est la question du caractère auto-exécutoire. Cette convention demande une mise en œuvre nationale avec des législations nationales, des dispositifs nationaux, des cadres, des administrations, des cadres juridiques, des administrations, etc., etc. Autrement dit, il faut une mise en œuvre nationale, à défaut de quoi ça reste en réalité inapplicable. Je vous signale donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que la Convention est entrée en vigueur, alors elle date de 2009, elle est entrée en vigueur fin 2012. Le premier État à avoir incorporé ces dispositions dans sa législation, c'est le Niger en décembre 2018. Donc, c'est poussif. C'est pour ça que je vous parle de déception. Alors, évidemment, ce n'est pas fini. L'avenir est encore là. Mais incontestablement, il y a des problèmes de gouvernance interne. Ce sont
parfois des États qui sont débordés justement par des déplacés internes. Il y a des problèmes de ressources, donc il y a de ressources matérielles. Bon, bref, il y a beaucoup d'obstacles qui sont propres à la solidité, si je puis dire, de ces États, enfin plutôt à leur fragilité, qui fait que, bon, ils ont du mal à mettre en œuvre ces dispositifs. Il ne suffit pas d'adopter du droit pour qu'évidemment ce droit protège. C'est naturellement un petit peu plus compliqué. On a un rapport de 2021 du groupe de haut niveau du secrétaire général des Nations Unies chargé de la question des déplacés internes qui constate, je cite, un échec collectif en matière de prévention, de traitement et de règlement des problèmes, des déplacés internes. Et le groupe dit que cet échec est particulièrement vrai pour les déplacés. Il y a des catastrophes, notamment du fait des intempéries ou des climats, parce qu'on nous explique que l'attention internationale est concentrée sur les déplacements qui sont liés aux conflits armés. Donc, vous voyez, c'est un peu le parent pauvre. Ces déplacés sont un peu le parent pauvre des déplacés internes. Dans les déplacés internes, on pense plutôt aux déplacés internes liés à la guerre, au conflit, etc. Donc, cette porte n'est pas fermée, elle a un avenir, puisque c'est un instrument qui existe, qui est de qualité du point de vue de sa substance, mais qui suppose une mise en œuvre nationale et des moyens nationaux dont nombre d'États africains ne disposent pas pour l'instant. Qu'en est-il des pistes européennes? Et pour être plus précise, je vais m'intéresser aux pistes de l'Union européenne, pour savoir finalement quels sont les leviers qui sont mobilisables. Voilà, 2 leviers sont mobilisables, je vais faire simple, la protection temporaire, la fameuse protection temporaire, et une nouvelle protection qui serait une protection à créer, qui serait une protection humanitaire complémentaire. En ce qui concerne tout d'abord la protection temporaire. La protection temporaire, c'est cet outil, c'est cette fameuse directive sur la protection temporaire. C'est un clin d'œil à mes étudiants parce que quand je les ai vus il y a quelques mois, je leur ai dit cette directive, elle date de 2001, elle n'a jamais été utilisée. Eh bien, bingo, je pense que vous avez tous vu qu'effectivement, elle avait précisément été mobilisée pour la première fois et déclenchée pour la première fois pour les personnes fuyant l'Ukraine. Donc, finalement, elle est peut-être mobilisable. Alors, elle est peut-être mobilisable. J'aimerais même vous expliquer qu'en réalité, dans les termes de la directive, rien ne s'oppose, à mon sens, à ce qu'elle soit mobilisée pour des déplacés environnementaux. Alors, il faudrait évidemment un certain nombre de conditions. Pour essayer d'aller assez vite, je ne vous cache pas que le but de cette directive, c'était de protéger des exilés de guerre. C'est en lien avec la protection des Kosovars au moment de la guerre en 98. Ils ont été protégés hors cadre juridique et donc on s'est dit on va faire un cadre juridique pour que la prochaine fois ce soit un petit peu plus ordonné. Donc on l'a pensé pour des exilés de guerre, mais la formulation du texte, de la directive, ne limite pas, alors je vais essayer de vous retrouver justement cette formulation. L'article 1er évoque une situation d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers et qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine. Et l'article 2, qui définit ce que sont les personnes déplacées, évoque les ressortissants de pays tiers ou apatrides. Donc, c'est forcément des ressortissants de pays tiers. Les ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d'origine ou en ont été évacués, notamment à la suite d'appels lancés par les organisations internationales, dont le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays. Et ensuite, effectivement, il est écrit « et qui peuvent éventuellement relever du champ d'application de la Convention de Genève ». Mais qui peuvent éventuellement relever du champ d'application de la Convention de Genève. Ce n'est pas obligatoire. Et on nous donne des exemples en évoquant ceux qui fuient les zones de conflit, ceux qui fuient la violation systématique et généralisée des droits de l'homme, etc. Mais ce n'est pas une obligation en réalité. Donc, on peut parfaitement interpréter cet article 2, on doit l'interpréter comme n'excluant
dans les causes de la fuite les désastres environnementaux. Alors, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un afflux massif. Donc, pour la demande individuelle, c'est sans objet. Et par ailleurs, il faut une impossibilité immédiate d'un retour sûr et durable. Donc, ça peut concerner un certain nombre de personnes, notamment face à des catastrophes climatiques. Bien entendu, il faut une volonté politique derrière. Je pense que là, vous l'avez compris, l'exemple du déclenchement, il faut, je ne peux pas être cynique, que ça touche suffisamment les Européens. D'accord ? Pour que ça touche suffisamment les Européens, on peut imaginer une catastrophe climatique en Europe, hors Union européenne. Alors là, on y va direct. Hein. Bon, à ce moment-là, à mon avis, c'est parfaitement faisable, mais c'est vrai que ça se limiterait à ça, à ce type de protection. En réalité, cette protection sera insuffisante pour toute une série de profils, les fameux profils de ce que tu appelles la zone grise. À mon avis, pour ces personnes-là, il faudrait impérativement mettre en place une protection humanitaire complémentaire. Alors, au niveau européen, je vais être très claire, pour l'instant, ce n'est pas du tout le sens de l'ère du temps. Comme vous le savez, nous avons un projet de réforme du régime d'asile européen commun. On n'a rien là-dedans qui va sur ce terrain-là. Je précise que les questions climatiques au niveau de l'Union ne sont traitées, envisagées que pour lutter contre le réchauffement climatique, contre les dégradations de l'environnement, pas du tout pour accueillir des migrants, y compris des migrants environnementaux. Hein. L'idée, c'est plutôt de maintenir les migrants le plus loin possible. Vous voyez bien que bon, on n'est pas dans cette perspective. Alors, je formule néanmoins l'idée que ça serait, dans la mesure où une convention internationale me paraît aujourd'hui pas vraiment envisageable, qu'un outil législatif européen, qui n'ont pas une révision des traités, hein, ça serait un acte, ça serait une directive ou un règlement, qui offrirait à côté de l'asile une protection complémentaire humanitaire sur évidemment des profils et dans des conditions qui restent à définir, serait un outil intéressant. Alors, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas du tout une bonne idée d'ajouter un petit 4 à la protection subsidiaire, parce que la protection subsidiaire, on est dans l'asile, et je vous ai expliqué qu'à mon avis, cet outil n'était pas adapté aux besoins. Hein. Donc, pour moi, ça serait un autre outil qui permettrait de mettre en place un autre statut. Mais c'est une voie qui me semble intéressante. Et pour compléter sur les voies intéressantes, et là, pour le coup, peut-être qu'on a plus de perspectives positives, alors pas en quantité de personnes, mais en termes de faisabilité, on pourrait compléter ça avec une proposition qui est en cours, qui est une proposition de règlement qui existe depuis 2016 et qui continue en 2020 dans le cadre des nouvelles propositions de la Commission européenne, qui est la fameuse proposition de règlement pour la réinstallation, qui, semble-t-il, alors au début concernait l'asile, la protection internationale, les réfugiés, et puis, oui, et qui a l'air de s'ouvrir à une protection humanitaire complémentaire. Et la réinstallation, ça pourrait être très, très intéressant parce que ça pourrait concerner des groupes de personnes à partir, pas comme les réfugiés d'un pays de premier asile, mais même du pays d'origine, pour anticiper des lieux de vie qui ne sont plus vivables. Avec là un investissement, bon, en revanche, la réinstallation, ce n'est pas un droit, mais voilà, c'est une piste. Merci, monsieur. Merci, Madame Brice Delajoux, pour votre présentation. Et merci surtout aux organisateurs de cette conférence de m'avoir proposé d'échanger avec vous aujourd'hui sur un thème qui me porte à cœur et qui me suit depuis bientôt maintenant 5 ans. Et sur ce thème, j'ai choisi de vous parler plus précisément, pour ma présentation d'aujourd'hui, de la communication du Comité des droits de l'homme, publiée le 7 janvier 2020 dans l'affaire Yohan Taitiota contre Nouvelle-Zélande. Donc, c'est une communication qui a beaucoup fait parler d'elle. On l'a souvent présentée comme la première reconnaissance des déplacés environnementaux en droit international des droits de l'homme. Et j'aimerais discuter de cela avec vous
Et j'aimerais que nous discutions certes des apports de cette communication, mais aussi des complexités qu'elle soulève, et qui sont des complexités que nous allons retrouver de manière plus large et plus générale pour penser un accueil ou un statut des déplacés environnementaux. Donc je vais commencer rapidement par vous présenter la communication, les faits, la procédure, et surtout les arguments qui sont développés par M. Teitiota et les arguments de la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, je développerai 2 points plus précis pour vous expliquer le raisonnement au fond du Comité des droits de l'homme. Donc, concernant les faits, ils portaient sur la situation de M. Johan Teitiota, qui avait émigré en Nouvelle-Zélande avec sa femme en 2007 et qui bénéficiait d'un titre de séjour jusqu'en 2010. Et à l'expiration de son titre de séjour, il formule une demande, il dépose une demande en vue d'obtenir le statut de réfugié ou de personne protégée au titre de son droit au non-refoulement. Sa demande d'asile, elle a été rejetée une première fois en 2012, et cette décision de rejet fut ensuite confirmée par l'ensemble des juridictions supérieures compétentes pour une procédure qui va durer jusqu'en septembre 2015. Donc en septembre 2015, après l'expiration des voies de recours internes, la Nouvelle-Zélande prononce son expulsion vers son état d'origine, Kiribati, qui est un état insulaire du Pacifique, qui, juste pour préciser, qui est un état qui culmine à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc un état particulièrement menacé par la montée des eaux. Et en parallèle de son expulsion, en septembre 2015, M. Teitiota, il va introduire une communication devant le Comité des droits de l'homme, comme le lui permet le protocole facultatif se rapportant au PIDCP, qui est un protocole ratifié par la Nouvelle-Zélande en 1989. Et quels étaient ses arguments dans cette communication? En fait, il voulait faire reconnaître par le Comité des droits de l'homme que son expulsion vers Kiribati entraînait une violation de l'article 6 du PIDCP, donc de son droit à la vie. Et l'argument de M. Teitiota était donc de voir reconnaître son droit au non-refoulement, qui découle notamment de cet article du PIDCP. Et il va chercher donc à prouver l'existence de ce risque, et pour cela, il va invoquer toute une série d'arguments. Et l'originalité de la communication tient justement dans la nature de ces arguments. Parce que ces arguments, ils s'appuient sur un risque encouru du fait des effets néfastes du changement climatique. Et donc, il va, pour sa démonstration et son argumentation, qu'il fonde sur son vécu, mais aussi sur des rapports de scientifiques et d'experts de la question, il avance notamment comme argument que, à cause de l'élévation du niveau de la mer, l'eau douce à Kiribati est de plus en plus contaminée, une eau douce qui s'est raréfiée. Il avance aussi que beaucoup des terres habitables à Kiribati se sont érodées, que d'autres terres deviendront encore inhabitables dans le futur, et dans un pays où la majorité de la population vit en bordure de mer, eh bien, cela entraîne des conflits fonciers, une concentration de la population dans certaines parties encore habitables du territoire, et donc cela constitue autant de facteurs qui vont augmenter le niveau d'insécurité et de violence dans sa région d'origine, mais aussi dans tout l'État de Kiribati. De leur côté, les autorités néo-zélandaises, elles vont convoquer des experts, elles vont étudier des rapports sur la situation à Kiribati, donc notamment le programme national d'adaptation présenté par Kiribati en 2007. Elles vont aussi faire intervenir un expert de la question qui était lui-même originaire de Kiribati. Et les études sur lesquelles vont s'appuyer les autorités néo-zélandaises vont accréditer le risque pour l'accès au logement, pour l'accès à la terre, pour l'accès à la propriété,
elles vont elles vont avancer le fait que les digues déjà construites par l'État de Kiribati n'avaient pas empêché certaines catastrophes comme des inondations, que certaines personnes furent déjà contraintes à un déplacement en interne. Elles vont aussi faire état d'une insécurité alimentaire à Kiribati. Ces études, elles vont aussi accréditer l'argument d'une augmentation des tensions et des violences à Kiribati du fait du manque de terres disponibles. Donc, à l'issue de cet examen, les autorités néo-zélandaises, eh bien, elles ne donnent pas tort à M. Taitiota lorsque celui-ci avance que tous ces effets néfastes du changement climatique, autant ceux qui sont avancés par M. Taitiota que ceux qui sont développés dans les études et par les experts que les autorités ont convoqués, eh bien, tous ces effets néfastes du changement climatique peuvent entraîner un risque pour les droits des personnes. Les autorités néo-zélandaises, elles reconnaissent ça. Toutefois, les autorités de l'asile en Nouvelle-Zélande vont considérer que ces faits ne sont pas de nature à constituer une persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et que M. Taitiota n'avait pas suffisamment démontré que lui, personnellement, serait affecté par ces effets néfastes du changement climatique. Et notamment parmi les arguments que les autorités néo-zélandaises vont avancer pour refuser le bénéfice du droit au non-refoulement, eh bien, les autorités néo-zélandaises constatent que l'État de Kiribati ne s'était rendu coupable d'aucun acte ou d'aucune omission de nature à entraîner un risque pour la vie, et que, au contraire, les autorités de Kiribati agissaient pour prévenir ces risques. Et donc, qu'il y avait, malgré tous ces effets néfastes, encore une capacité à protéger, ce qui serait de nature à réduire l'imminence du risque et la réalité du risque pour les droits de M. Taitiota. Alors, que nous dit le Comité des droits de l'homme à ce sujet? Eh bien, le Comité des droits de l'homme, ses conclusions, elles sont très proches de celles des autorités néo-zélandaises. Parce que il donnera raison à ces autorités en reconnaissant qu'il n'y a pas eu, dans l'expulsion de M. Taitiota, une violation de l'article 6 du PIDCP, du droit à la vie de M. Taitiota. Toutefois, l'un des apports de cette communication est que le comité a bel et bien reconnu, lui aussi, que les effets néfastes du changement climatique puissent constituer un risque de nature à ouvrir le droit à un non-refoulement. Et cela se lit très bien dans le paragraphe 8.6 de la communication, lorsque le Comité des droits de l'homme s'interroge sur la recevabilité de la requête, puisqu'il conclut de la manière suivante, je vous lis le paragraphe. Le comité estime que l'intéressé, M. Taitiota, a suffisamment démontré aux fins de la recevabilité qu'en raison de l'incidence des changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer qui l'accompagne sur l'habitabilité de Kiribati et sur la situation de sécurité dans les îles, la décision de l'État partie, la Nouvelle-Zélande, de le renvoyer à Kiribati l'exposait à un risque réel d'atteinte au droit à la vie, garanti par l'article 6 du pacte. Donc, le comité nous dit que le risque d'atteinte au droit existe. D'accord, c'est l'apport de la communication, que ce risque est reconnu. Mais c'est lorsque lui aussi, il va étudier l'imminence du risque et la réalité du risque par rapport à la situation de M. Taitiota, qu'il va lui aussi écarter la violation de l'article 6 du PIDC. Alors, afin d'entrer un peu plus davantage dans le fond de l'examen du comité, je vous propose de retenir 2 points. 2 points qui vont nous servir à comprendre ou à discuter davantage des formes plus générales d'un asile environnemental. Le premier point que l'on peut observer dans cette communication, le premier enseignement au sujet de la protection des déplacés environnementaux que j'aimerais développer avec vous, c'est qu'on voit dans cette communication la nécessité
mais aussi la complexité de faire dépendre l'octroi d'une protection, d'un statut ou d'un droit au non-refoulement à l'existence non plus d'un risque individualisé, mais à l'existence de conditions générales collectives dans le pays d'origine. Et ensuite, le deuxième point que l'on observe très bien dans la communication du comité, c'est que même si on reconnaît la réalité, voire même l'imminence d'un risque qui découle de conditions générales, eh bien le comité il va quand même chercher à déterminer la soumission personnelle à ce risque généralisé. Et nous verrons que cette deuxième condition est elle aussi une difficulté très importante pour la reconnaissance d'un droit à l'accueil au bénéfice des déplacés environnementaux. Donc, premier point, sur la nécessité de faire dépendre l'octroi d'une protection à l'existence de conditions générales telles que, dans notre communication, les effets néfastes du changement climatique. Eh bien, pour introduire ce premier point, c'est une exigence que l'on peut lire notamment dans les quelques propositions de la doctrine à ce sujet, notamment dans la définition adoptée par les chercheurs de l'Université de Limoges lorsqu'ils ont proposé en 2008 puis en 2013 un projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux, puisqu'ils définissent la notion de déplacés environnementaux comme les personnes physiques, les familles, groupes et populations confrontés à un bouleversement brutal ou insidieux de leur environnement, portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie, les forçant à quitter, dans l'urgence ou dans la durée, leur lieu habituel de vie. Donc dans cette définition, on le voit plutôt bien. La définition proposée, elle inclut les conditions générales vécues collectivement, c'est-à-dire la dégradation de l'environnement, les effets néfastes du changement climatique. Elle inclut ces conditions générales comme un critère de détermination de la définition, de détermination du statut. Donc avant d'aller plus loin sur ce point, je voulais préciser qu'il s'agit là d'une modification méthodologique de l'octroi d'une protection, qui change par rapport notamment à la Convention de 1951 relative au statut de réfugié. Et c'est ce que vous venez à l'instant de nous expliquer, Madame Brice de la Joux, parce que le statut pensé en 1951, comme nous venons de le voir, il fait dépendre son octroi non pas à la soumission à des conditions générales, mais à la crainte d'une persécution motivée par des motifs propres à l'individu qui demande une protection. Cela se vérifie dès la lecture des motifs de la Convention, qui renvoient tous, peu ou prou, à l'identité de la personne, puisque sont prises en considération les persécutions donc, du fait de la race, du fait de la religion, du fait de la nationalité, de l'appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques. Donc ce qui motive la persécution dans l'asile pensé en 1951, c'est ce qui conditionne l'octroi d'une protection, ce sont bien des éléments liés à l'identité ethnique, religieuse, culturelle, politique de la personne. Donc ce n'est absolument pas le fait que cette personne soit soumise à un risque généralisé dans son pays d'origine qui va ouvrir le droit au statut. Et je pense que cette conception d'un asile très individualisé pensé en 1951, c'est notamment ce qui a motivé, à mon sens, des élargissements régionaux tels que la protection africaine, mais aussi la protection subsidiaire européenne. Et juste pour faire une parenthèse, pour vous montrer à quel point l'asile en 1951, élargissement régional mis à part, est un asile extrêmement individualisé, je voulais juste vous donner un exemple que je trouve très parlant à propos d'un arrêt du Conseil d'État français qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être puisque cet arrêt date de 1997 et nous avons aujourd'hui la protection subsidiaire qui vient combler ce problème, où le Conseil d'État français nous disait en 1997, à propos d'une personne qui avait fui le siège de Sarajevo, il nous disait, et je vous lis le considérant, considérant que, à l'appui de sa demande du statut de réfugié, devant la commission des recours des réfugiés, Mademoiselle Y se bornait à indiquer que, de nationalité bosniaque, elle ne pouvait envisager de retourner dans sa ville de Sarajevo, en raison des événements qui s'y déroulaient alors, c'est-à-dire du siège de cette ville
et des bombardements par les forces serbes, que la situation régnant alors à Sarajevo pouvait révéler des craintes de persécution au sens des stipulations de la Convention de Genève. Mademoiselle Y n'alléguait, pour ce qui la concerne, aucune crainte de persécution de caractère personnel, mais fondait ses craintes uniquement sur la situation générale régnant dans cette ville, et donc, conséquence, refus du statut de 1951. Donc là, on le voit très bien. Étant donné que vous argumentez d'une crainte qui ne soit pas liée directement, personnellement, individuellement à votre personne, étant donné que vous mettez en avant des conditions générales, eh bien la conséquence sera un refus du statut mis en place par la Convention de 1951. Et je pense que c'est notamment pour éviter, comme je le disais tout à l'heure, ce genre de situation que la protection subsidiaire européenne a été mise en place. Et pour revenir sur le déplacement pour motif environnemental, on constate donc, c'est ce que je vous disais au début, dans la décision du comité, qu'il va falloir penser une modification méthodologique de l'octroi d'une protection par rapport justement à l'asile de 1951. Parce qu'il ne s'agit plus de fonder l'octroi sur une cause individuelle, mais bien sur des conditions générales. Sauf que dire cela, reconnaître cela, eh bien ce n'est pas suffisant. Parce que le risque provoqué par les conditions générales telles que les effets néfastes du changement climatique, eh bien, ce risque, il doit être réel et imminent. Et cela revient à se poser certaines questions que le comité se pose dans la communication. Le risque est reconnu, mais est-il réel et suffisamment grave pour les droits protégés? Le risque est reconnu, mais est-il imminent? Et donc, dans la communication de 2020, le comité des droits de l'homme, il nous donne quelques indications, quelques indices sur les modalités de son évaluation en ce qui concerne précisément le déplacement pour motif environnemental. Donc tout d'abord, le comité des droits de l'homme, il nous donne une indication méthodologique. Qu'est-ce qu'il va falloir regarder? Qui va devoir évaluer que les conditions générales sont telles qu'il y a un risque réel et imminent? Eh bien, le comité, il nous dit qu'il faut regarder comment, de quelle manière les autorités du pays d'origine de la personne vont réagir face aux conditions générales. C'est-à-dire qu'il va falloir évaluer leur capacité à faire face aux effets néfastes du changement climatique et à offrir une protection aux personnes face à ces effets néfastes. Et cela se lit très bien, notamment dans le paragraphe 9.12 de la communication. Je vous lis le paragraphe. Le comité accueille l'argument de l'auteur selon lequel l'élévation du niveau de la mer va probablement rendre Kiribati inhabitable. Il fait toutefois observer que le délai de 10 à 15 ans mentionné par l'auteur pourrait permettre au gouvernement de Kiribati d'intervenir avec le soutien de la communauté internationale en vue de prendre des mesures concrètes pour protéger et, si nécessaire, déplacer la population. Et il constate ensuite que Kiribati prenait des mesures d'adaptation en vue de réduire les vulnérabilités existantes et de renforcer la résilience face aux dommages résultant des changements climatiques. Donc, pour le comité des droits de l'homme, Kiribati n'était pas complètement privé de sa capacité à offrir une protection, à s'adapter face aux effets néfastes du changement climatique, et cela est de nature à réduire la réalité et l'imminence du risque reconnu. Ensuite, le comité nous dit que l'examen de la capacité de l'État d'origine incombe aux autorités de l'État de destination, c'est-à-dire, dans notre cas, la Nouvelle-Zélande. Il le dit à plusieurs reprises, notamment au paragraphe 9.12, mais aussi au paragraphe 9.14, dans lequel il considère que l'examen de cette capacité est de la responsabilité de l'État souhaitant refouler.
Et là où le comité nous donne, par contre, beaucoup moins d'éléments, c'est davantage sur les éléments de preuve de l'incapacité de l'État d'origine à faire face aux éléments néfastes. C'est-à-dire que le comité il s'appuie sur le fait que Kiribati s'est engagé à agir pour mieux protéger, à adopter des plans internes, que Kiribati pouvait encore protéger, mais à aucun moment il nous dit quelles sont les mesures précises que Kiribati a mis en place ou souhaite mettre en place pour protéger les personnes, ce qui aurait été des indications factuelles utiles pour de futures affaires. Et donc pour terminer sur mon premier point, le comité il nous donne aussi une indication de temporalité, afin d'évaluer à partir de quel moment est-ce que les conditions générales sont telles qu'elles représentent un risque réel et imminent pour les droits des personnes. Eh bien, le comité, il nous dit que pour que le risque soit réel, il faut qu'il soit actuel, imminent, ou qu'il s'appuie sur des expériences passées. Et en l'occurrence, pour le comité des droits de l'homme, ce n'est pas le cas en l'espèce. Puisque M. Taitiota lui-même disait qu'il y avait encore un délai de 10 à 15 ans avant l'inhabitabilité de Kiribati. Et ce délai, comme je l'ai dit tout à l'heure, serait de nature à atténuer, voire neutraliser l'imminence du risque en cas de retour dans le pays d'origine, puisqu'il permet justement à l'État d'origine d'augmenter ou de retrouver sa capacité à offrir une protection. Donc, cette manière de faire, c'est-à-dire évaluer la capacité de l'État d'origine pour faire face à un risque généralisé, elle interroge forcément. Puisque, est-ce que cela signifie pour autant qu'une protection au bénéfice des déplacements environnementaux doit être conditionnée à la perte totale ou très importante de la capacité de l'État d'origine à offrir une protection? C'est-à-dire, en fin de compte, uniquement dans les cas les plus extrêmes. C'est-à-dire qu'on ferme la porte à toute migration d'adaptation préventive face à un risque certain, de plus en plus certain, mais encore futur. Et ensuite, même si on reconnaît la réalité et l'imminence du risque, eh bien, il va encore falloir que les effets néfastes du changement climatique affectent personnellement la personne, l'individu qui demande une protection au titre du non-refoulement. Et ça, c'est une condition que le Comité des droits de l'homme rappelle dans sa communication, en citant de précédentes affaires sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais notamment l'affaire ZH contre Australie. Il fait sienne donc, les conclusions de sa précédente communication lorsqu'il nous dit que le risque en question doit être personnel et ne saurait simplement être déduit de la situation générale prévalant dans l'état de destination. Et ensuite, au comité d'ajouter, sauf dans les cas les plus extrêmes. Je reviendrai là-dessus à la fin de mon intervention. Donc, là se pose une question. Comment fait-on pour penser le rattachement personnel à des conditions générales telles que les effets néfastes du changement climatique? Eh bien, cet examen, il va surtout dépendre de chaque cas d'espèce et des éléments de preuve mis en avant par la personne souhaitant contester son expulsion. Et donc là-dessus, les autorités néo-zélandaises et le Comité des droits de l'homme vont revenir sur chacun des arguments avancés par M. Taitiota, et c'est l'objet des paragraphes 9.7 à 9.9. Donc, je ne vous citerai qu'un seul exemple, le paragraphe 9.7, puisque la logique est la même dans chacun des trois paragraphes. Donc, dans le paragraphe 9.7, le comité il se pose la question de la soumission personnelle de M. Taitiota au conflit foncier, c'est-à-dire aux actes de violence qui résultent de la raréfaction des terres habitables. Et sur ce point, il est d'accord avec la juridiction néo-zélandaise, puisqu'il nous dit l'auteur semblait lui-même convenir que le risque qu'il faisait valoir ne lui était pas propre, et que c'était plutôt un risque général auquel tous les habitants de Kiribati étaient exposés. Et donc, dans cette citation, on voit bien que même s'il ne nie pas l'existence du risque, si la personne n'a pas démontré suffisamment que ce risque lui était personnel, eh bien, il aura reçu de la protection au titre du non-refoulement. Et donc, forcément, on ne peut que se poser des questions face à cette conclusion, puisqu'il est très difficile, quoique pas impossible,
de démontrer que des conditions générales qui créent un risque pour une collectivité de personnes, voire pour l'ensemble de la population d'un État, d'un territoire, puissent affecter une personne d'une manière individualisée. Et cette difficulté, elle se retrouve ailleurs en droit de l'asile, et notamment avec la protection subsidiaire européenne, pour les personnes fuyant des zones de conflit. Nous avons un arrêt de la CJUE du 17 février 2009, dans laquelle la CJUE nous dit, dans le cadre d'un conflit, dans le cas d'un conflit d'une haute intensité, eh bien, il n'est plus nécessaire d'individualiser la crainte. D'accord ? Et c'est ce que semble nous dire le comité lui-même, lorsqu'il nous dit, sauf dans les cas les plus extrêmes. Eh bien, reste encore à savoir ce que cela signifie pour le déplacement pour motif environnemental. C'est-à-dire à partir de quand est-ce que les effets néfastes du changement climatique sont tels qu'ils font courir un risque d'une haute intensité, donc ils ne font plus courir un risque, je veux dire, ordinaire, normal, mais tellement extrême qu'il ne devient plus nécessaire de démontrer d'une individualité. On ne sait pas. Et le comité des droits de l'homme ne nous le dit pas non plus, puisque ce n'est pas le cas dans l'espèce. Donc juste pour terminer, sur ce deuxième critère, ce deuxième point sur le rattachement personnel, eh bien, l'individualisation du risque a été critiquée, notamment dans la première opinion dissidente publiée avec la décision, avec la communication, pardon. Et l'auteur de cette opinion dissidente considérait qu'il serait effectivement trop difficile, voire impossible, de prouver l'individualité du risque face aux effets néfastes du changement climatique. Et donc, il propose d'inverser la charge de la preuve. Et il dit que plutôt que de dire systématiquement que l'auteur doit prouver l'individualité, la spécificité de sa situation, le fait qu'il est confronté à un risque différent ou accru par rapport aux autres personnes, eh bien, il propose d'accepter, de considérer que ce serait à l'état de destination de prouver que la personne n'encourt pas un risque personnel. C'est-à-dire notamment que la personne aurait des moyens d'échapper à ce risque ou d'obtenir malgré tout, par des moyens subsidiaires, une protection suffisante et efficace. Donc, en conclusion, cette communication, elle a certes l'apport de reconnaître que les effets néfastes du changement climatique sont un risque généralisé pour la jouissance des droits de l'homme. Mais elle soulève ensuite un certain nombre de difficultés pour que cela permette un accueil au bénéfice des déplacements environnementaux. Donc, à partir de quel moment est-ce que les effets néfastes du changement climatique justifient une protection ? Est-ce qu'il faut nécessairement attendre que l'État d'origine ait perdu toute capacité d'offrir une protection ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt penser une protection face à un risque futur, c'est-à-dire une protection anticipatrice ? Et enfin, est-ce qu'il est encore pertinent de penser la protection sur des bases individuelles, individualisées, alors que les effets néfastes du changement climatique affectent une collectivité d'individus, voire l'ensemble de la population d'un territoire ? Eh bien, c'est notamment à l'ensemble de ces questions qu'il va encore falloir répondre pour voir émerger un véritable droit à l'accueil, un véritable asile environnemental. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors que les conséquences du changement climatique sont déjà là, que certaines populations sont déjà forcées à la migration intra- ou interétatique, par exemple à Kiribati, les États semblent assez immobiles. L'affaire Teitiota et tant d'autres nous montrent que la justice, l'équité, l'humanité semblent des valeurs qui s'effacent dans l'action des juridictions, des administrations, de la communauté internationale face aux réfugiés climatiques. Comme nous l'a rappelé Madame Christolajou, les critères de la protection internationale de la Convention de Genève sont inopérants. Il apparaît aussi utopique d'espérer l'activation immédiate de certains instruments pourtant prometteurs, qu'ils soient africains, sud-américains ou même européens, même à l'échelle régionale. Néanmoins, quelques chemins d'espérance existent, comme la Convention de Kampala
ou quelques travaux universitaires présentant de nouvelles conventions, mais cela tarde. Et les politiciens sont aveugles. Et face à cela, c'est à la société civile, aux universitaires, aux ONG comme la FIDH par exemple, de leur ouvrir les yeux. Car l'humanité n'attendra pas que l'ONU atteigne son but d'une fin mondiale des conflits armés pour que les projecteurs soient enfin braqués sur les réfugiés pour raisons environnementales. Seul l'avenir nous dira donc si oui ou non ce pan des droits de l'homme évoluera significativement et permettra, par des mécanismes régionaux, objectifs, collectifs, d'accorder l'asile aux réfugiés pour raisons environnementales. Nous allons donc laisser la place à quelques questions-réponses, mais je vais d'abord redonner la parole aux intervenants pour d'éventuelles remarques. Certains États ont-ils un intérêt à ne pas reconnaître de régime de protection spécifique aux déplacés climatiques et environnementaux? Et si oui, peut-on s'attendre, en cas d'adoption par les 10 États d'un instrument relatif à une telle protection, à des contournements de son application à l'image de la notion actuelle de pays tiers sûr? Alors, est-ce que les États auraient intérêt finalement à ce que aucun mécanisme ne soit adopté? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Je pense que les pays, je vais être un tout petit peu peut-être caricatural et un tout petit peu cynique, mais je pense que les pays riches, c'est-à-dire ceux qui peuvent finalement, avec leurs propres moyens, faire face à leurs propres déplacés environnementaux, n'ont pas forcément intérêt à reconnaître et à mettre en place un mécanisme, surtout un mécanisme contraignant, qui les obligerait à accueillir des déplacés d'autres pays, voire d'autres régions du monde. Donc, si vous voulez, ne pas rentrer dans une obligation juridique, c'est une façon de fermer la porte. Donc oui, je pense que enfin, ça dépend ce qu'on entend par intérêt, mais oui, je pense que les États peuvent voir leur intérêt, en tout cas, à ne pas mettre en place d'outils dédiés. Ensuite, je parle évidemment, éventuellement votre point de vue est différent, Monsieur Chauvet, mais ensuite le risque de contournement. Alors, le risque de contournement, alors vous prenez l'exemple du mécanisme de pays tiers sûr, ça suppose déjà une autre machinerie. Hein, le mécanisme du pays tiers sûr, c'est effectivement un outil qui est destiné à sous-traiter, en quelque sorte, à faire en sorte que d'autres États prennent en charge l'obligation internationale. Alors, on peut toujours imaginer des mécanismes comme ça, mais pour que c'est une pertinence, il faut que l'État ait lui-même une obligation juridique. Parce que s'il n'a pas d'obligation juridique, ça veut dire qu'il n'est pas tenu d'examiner et d'accorder une protection sur un certain nombre de critères. Ça n'a pas de logique pour lui de trouver un mécanisme pour faire en sorte que ce soit un autre État qui soit responsable. Donc, là vous anticipez. Je suis d'accord avec vous, Madame. Juste pour apporter un élément d'illustration, vous avez au sein de négociations climatiques, même actuelles, dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, les États insulaires du Pacifique militent pour une reconnaissance de leurs pertes et préjudices du fait des effets néfastes du changement climatique. Et c'est une notion qu'ils mettent en avant depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Et ils ont obtenu dans l'accord de Paris que leurs pertes et préjudices soient non pas reconnus, mais qu'on mette en place un cadre de réflexion sur cette notion de perte et préjudice. Et les pays développés ont souhaité indiquer dans l'accord de Paris que cette reconnaissance, la mise en place d'un mécanisme sur la notion de perte et préjudice, n'entraîne pas une forme de responsabilité des pays développés. Parce que justement, en fait, le but de faire reconnaître les pertes et préjudices, c'est justement, puisqu'il y a perte et préjudice, eh bien, il y a une responsabilité.
de cette perte, de ces préjudices. Et justement, les États insulaires du Pacifique veulent faire reconnaître que la responsabilité est celle des pays développés, et qu'il y a une responsabilité historique, etc., des pays développés. Et donc ça, c'est leur axe, c'est l'axe qu'ils mettent beaucoup en avant dans leurs négociations. Et dans l'accord de Paris en 2015, les pays développés disent, bon, on veut bien reconnaître le mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices liés au changement climatique, mais on met, je crois que c'est l'article 8, dans l'article que cela n'aura pas pour conséquence la reconnaissance d'une quelconque forme de responsabilité. Si je peux juste ajouter quelque chose, je pense que les États occidentaux verraient d'un bon œil plutôt l'idée d'un fonds, hein, un espèce donc finalement de contribuer non pas parce qu'ils sont responsables, mais de contribuer à titre humanitaire à un fonds. Ils veulent bien payer, finalement ça serait pas mal, mais en échange de ce paiement, bah, finalement on se débrouille pour que tous ces déplacés restent à peu près dans le coin, quoi. C'est comme tous les déplacés, hein, de toute façon. Comment? Mais complètement. Mais complètement. C'est ce qui se passe avec les réfugiés aussi. Enfin, c'est ce qui se passe avec toutes les migrations, en réalité. Mais il y a quand même une conscience d'une responsabilité. J'ai envie de dire sur le fond, je ne vous parle pas au sens juridique du terme, en tout cas. Mais en payant, ça pourrait être pas mal. Je vais répéter donc la question. Est-ce que dans le cadre d'une protection régionale des réfugiés climatiques, est-ce que les cours régionales, comme par exemple la Cour européenne des droits de l'homme, ou même la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ne pourraient pas jouer un rôle dans une mise en place, pourquoi pas jurisprudentielle, de cette protection? Oui et non. Je dirais oui parce que vous avez beaucoup d'arrêts qui vont concerner indirectement le déplacement en interne. Parce qu'on a beaucoup d'arrêts, que ce soit au sein de la CEDH ou même de la CIADH, qui reconnaissent une protection des personnes qui sont victimes d'un effet néfaste du changement climatique. Et vous avez des arrêts très intéressants, je pense à, j'ai oublié les noms, Peuple Quichua de Sarajevo, je suis désolé pour la prononciation. Vous avez des arrêts de la CIADH où on a des minorités, des peuples autochtones en Amérique du Sud qui ont été déplacés de force pour notamment du fait de projets d'aménagement du territoire. Et la CIADH a condamné des États sud-américains parce qu'ils n'avaient pas suffisamment protégé les droits des personnes lors de ce déplacement, ou justement parce que le déplacement provoqué était arbitraire. Donc oui, on a des arrêts et les juges des cours, que ce soit la CEDH, CIADH ou même CADPH, eh bien oui, elles nous permettent de penser une protection des droits de l'homme pour le déplacement en interne, et par contre non pour le déplacement hors des frontières de l'état d'origine. Oui, juste un mot pour dire que, effectivement, sur les peuples autochtones, c'est plutôt des questions de déplacement forcé. Oui. Alors, pas au sens de déplacement contraint, plutôt des peuples qui ont été déplacés de force. Voilà, c'est un peu une autre problématique. Hein. C'est pas des migrations qui sont liées à une situation environnementale, c'est-à-dire contrainte parce que la Terre est inhabitable, c'est qu'en réalité, on contraint des populations à quitter la Terre qui est la leur pour y exploiter la Terre autrement, pour des projets forestiers, etc., etc. Donc, bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je connais plus la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui est sûr, de toute façon, c'est qu'au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, ça sera toujours la défense d'un droit individuel. Les questions environnementales s'entendent comme le droit individuel d'une personne qui est sous la juridiction d'un État partie
à la Convention. On avait déjà évoqué tout ça. Donc, de toute façon, il y a un certain nombre d'obstacles qui sont liés au fait que les individus, pour saisir la Cour, globalement, ont dû être à un moment ou un autre sur le territoire d'un État partie ou aux abords de ce territoire. Et d'autre part, c'est toujours pour défendre leurs droits individuels. Donc, vous voyez bien que c'est pas très propice à une défense, enfin à une protection d'envergure, me semble-t-il, que l'outil. Alors, j'ai lu que le Conseil de l'Europe envisageait un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qui traiterait spécifiquement du droit de vivre dans un environnement sain, mais en réalité, c'est toujours la même logique, hein, me semble-t-il. Hein. C'est juste pour ajouter j'oublie le micro. Là où la CIADH, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, elle va plus loin. Elle va plus loin parce qu'elle a reconnu beaucoup plus loin, parce qu'elle a reconnu un droit de propriété collectif des peuples autochtones sur leurs terres. Et donc là, effectivement, la CIADH a beaucoup plus de développement sur ce point. D'abord, je voudrais vous remercier tous les trois parce que le débat était très intéressant. J'ai trouvé très intéressant d'avoir un cas pratique précis qui va donner du grain à moudre aux étudiants que vous êtes, mais aussi aux experts que nous avons au sein de la FIDH. J'ai beaucoup aimé, Madame Delajoux, Brice Delajoux, la vision mondiale finalement de ce que vous nous avez apporté pour sortir du centrisme un peu européen. Certes, la Convention de Genève est un axe individuel et finalement, les textes que vous avez évoqués, régionaux, avec une vision élargie et différente, sont peut-être un chemin à suivre, en tout cas un modèle, même s'ils sont, vous l'avez dit, encore avec beaucoup de freins et donc une difficulté d'exploitation. Mais c'est comme si vous nous aviez donné à nous, la FIDH, Organisation de la société civile, comme on dit, une sorte de feuille de route, ou en tout cas des devoirs à faire sur comment faire du plaidoyer à un niveau international pour créer par étapes, peut-être, des textes qui vont réfléchir à la protection des déplacés, réfugiés. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on a utilisé 2 termes dans cette discussion qui donnent à penser un statut. En tout cas, pour nous, société civile, encore une fois, je trouve que vous nous avez donné beaucoup de grains à moudre. Et j'aimerais beaucoup continuer cette discussion avec nos équipes. J'ai beaucoup aimé aussi, Maxime, cette question de l'intensité. À partir de quel moment estime-t-on que les conséquences du changement climatique ont atteint une intensité suffisante pour justifier un statut particulier de protection internationale. Et je pense que ça, c'est la vraie question à se poser collectivement. Et c'est là que se pose la question des responsabilités, des égoïsmes et oui, on peut être responsable, mais on ne prendra pas en compte sur nos territoires. En tout cas, on essaiera de maintenir à la marge. Donc, j'ai trouvé ce débat très intéressant et peut-être une petite information sur là où on est la FIDH sur ces questions, puisque la FIDH n'est pas une fédération qui travaille particulièrement sur la question environnementale, mais l'environnement est l'un des droits humains importants. De vivre dans un environnement sain vient d'être consacré, même avec ses difficultés et ses freins là encore, mais c'est un droit désormais. Et donc, comment nous, la FIDH, on s'engage là-dessus, puisque nous, notre socle, c'est la Déclaration universelle de 48, donc on doit défendre tous les droits partout, tout le temps, dont celui à un environnement sain. Et bien aujourd'hui, avec nos organisations membres, et c'est très intéressant qu'on ait beaucoup parlé de l'Amérique latine, parce que finalement, on est européen et parfois un peu européen centré. L'Amérique latine nous montre l'exemple à la fois des plus grosses catastrophes et de grosses pollutions, mais à la fois de communautés qui s'engagent et qui s'engagent très fortement pour l'intégrité de leur territoire, pour l'intégrité de leur santé, de leurs eaux, de leurs forêts. On a des pays, par exemple en Équateur, où au niveau légal, l'eau, la forêt, la rivière commencent à être consacrées en droit interne et c'est des choses très intéressantes à voir. On voit au Brésil, et nous, on a accompagné depuis 10 ans des communautés entières à la relocalisation. Alors, un petit peu sur le biais que vous décriviez, c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'une entreprise prédatrice ait pollué le lieu qui soit devenu invivable pour qu'on obtienne réparation. Et peut-être comment penser ne pas en arriver là.
Et on essaye aussi, nous, de faire le lien, et ça, c'est le fondement juridique qui est le plus récent. On essaye de faire le lien entre ces grandes entreprises prédatrices ayant des impacts très clairs sur les droits humains des communautés impactées, le lien entre l'action, l'activité économique de ces entreprises et le changement climatique. Donc, on s'intéresse évidemment aux major carbone, comme on les appelle, et essayer de voir, de faire un lien d'interdépendance juridique. Et là, c'est une perche. Vous nous avez donné des devoirs, peut-être que c'est une perche que je vous tends en retour, d'interdépendance entre les droits humains, les droits à un environnement sain, et comment finalement l'action des majors peut participer au changement climatique et donc avoir des conséquences sur les droits humains déjà préexistants. Et là, on rentre dans un autre régime de protection. Donc, en tout cas, c'est des pistes sur lesquelles nous, on travaille. Je pense que les communautés académiques et sociétés civiles ont vraiment beaucoup de choses à croiser. Et pour moi, cette discussion est vraiment l'illustration de ce cycle de conférences que nous avons lancé avec Karine. Je vais laisser ce dernier mot à Karine. Avant cela, je tiens quand même aussi à ajouter un point que j'ai un petit peu oublié dans mon introduction, c'est que tout cela n'existerait pas non plus sans la Ligue des droits de l'homme, la LDH, qui est l'organisation française de la FIDH en France, et qui soutient et qui promeut énormément ce cycle de conférences universitaires. Et donc, je les remercie. Je ne sais pas s'il y en a parmi eux qui nous écoutent, mais vraiment, merci beaucoup encore la LDH. Bien, avec le micro, c'est mieux, on est censé m'entendre. Bon. Donc, je recommence. Je disais simplement, je remercie vraiment vivement pour nos intervenants, pour la qualité et l'excellence de leur intervention, d'autant que ces questions rejoignent donc d'autres conférences que nous avons organisées dans ce cycle de conférences avec Florence Bellivier, et je pense en particulier la question de la justice climatique, hein, où Diane Roman notamment, mais aussi le Bureau mondialisation nous avait montré la créativité avec laquelle ils tordent, font évoluer les techniques du droit pour assurer une meilleure protection. Merci à vous tous.